Bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Alors avant toute chose, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et à cocher la case pour les notifications. Si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe au niveau environnemental dans la Caraïbe, on reçoit des acteurs locaux et on traite à peu près tous les sujets. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui est très bien placé pour parler de ces sujets. C'est le directeur régional de l'ADEME Guadeloupe, l'ADEME qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Jérôme Roch. On va parler d'un gros sujet, de deux gros sujets qui sont liés, le climat et l'énergie, avec évidemment la spécificité de notre insularité caribéenne. Tous les jours, je rencontre des chefs d'entreprise, des experts, des acteurs de la fonction publique qui partagent tous cette même ambition de créer un avenir plus durable en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Cela m'a donné l'idée d'ouvrir ces conversations qui trop souvent restent confinés. Je suis Bertrand Viret et l'objectif de ce podcast est de vous faire découvrir les enjeux environnementaux de nos îles et pourquoi pas de vous inspirer vous aussi à devenir des acteurs du changement. Bienvenue dans Régénération Caraïbes. Bonjour Jérôme. Bonjour Bertrand. Alors je suis très content que tu sois là. Moi aussi, merci de m'inviter. Je sais que tu as un emploi du temps qui est bien chargé. Et donc voilà, on a la chance de pouvoir te poser beaucoup de questions et d'interagir. Déjà pour commencer, pour que les gens qui nous suivent sachent, parce que tout le monde ne connaît pas, on en parlait un peu à l'instant, l'ADEME, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ADEME, tu l'as présenté effectivement comme Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'était l'ancienne appellation. On a changé Agence de la transition écologique pour embrasser peut-être un tout petit peu plus de sujets parce que je pense qu'on le verra dans la conversation, les thématiques s'entremêlent de plus en plus. C'est un établissement public de l'État, l'ADEME, qui a été créé en 1992, d'une fusion de 3 agences d'ailleurs. Une agence qui s'occupait de déchets, une agence qui s'occupait de maîtrise de l'énergie et d'énergie renouvelable et une agence qui s'occupait de qualité de l'air. Voilà. D'accord. Donc cette agence, c'est un établissement public industriel et commercial. Et on est présent partout en France, y compris bien sûr sur les territoires d'outre-mer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises et les collectivités dans leur transition écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire qu'il y a 3 grands axes d'action pour nous. La gestion des déchets et le développement de l'économie circulaire, la question de la transition énergétique et du climat, et puis une 3e qu'on appelle territoire durable, c'est un petit peu plus large, mais chez nous ici en Guadeloupe, on travaille beaucoup sur les questions d'adaptation au changement climatique. En gros, c'est nos 3 sujets. Et comment on les aborde ? On les aborde d'un point de vue d'accompagnement technique. Alors ça peut être des études qui éclairent un peu la décision publique. Ça peut être du financement, je le disais, de collectivités ou d'entreprises, du financement pour de l'étude préalable, de l'étude de faisabilité, puis du financement d'investissement. Et puis après, il y a un aspect un peu communication, diffusion de la bonne parole autour de ces sujets. C'est à peu près comme ça qu'on agit. Ici, en Guadeloupe, on est une grosse dizaine de personnes. On couvre Saint-Barth et Saint-Martin, même si on n'a personne sur place. Et puis, j'ai des homologues en Martinique, en Guyane, bien sûr, et puis sur le reste de l'outre-mer. Donc, on a eu une petite coupure, le Fonds local d'adaptation au changement climatique. Oui, l'idée, c'est de tester, de mettre les partenaires financiers autour de la table et de tester un fonds qui permettrait justement de mettre une étiquette et de dire pour ceux qui veulent se préparer au changement climatique, il y a une ligne de financement ou des lignes de financement. C'est aussi une manière de mettre nos partenaires autour de la table. La Banque des Territoires nous a fait confiance et a financé avec nous en partenariat quelques projets intéressants, en particulier de meilleure gestion de l'eau dans l'agriculture, de meilleure gestion de l'eau tout court. Ouais. Parce que le problème de l'eau, je le disais tout à l'heure, est quand même prégnant, trop d'eau, pas assez. Donc il y a des techniques qu'on peut appliquer
qui permettrait de mieux optimiser l'eau que l'agriculteur a à l'instant T. Et du coup, c'est intéressant. Là, vous allez vous associer avec d'autres pour traiter des sujets qui sortent un petit peu de vos clous habituels, on va dire. Oui. Oui, c'est à la fois, j'allais dire, assez inhabituel, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire, donc il faut vraiment faire alliance. L'Office de l'eau est dans le... Exact. Et dans la, Elle est dans la boucle aussi, à financer quelques projets. Le département aussi a financé des projets. Donc, on essaye de faire alliance. Ouais. Et puis, en même temps, c'est un petit peu aussi dans la culture ADEME de lancer des choses, de ne pas forcément se les approprier, à un moment de pouvoir les porter. Et puis, le jour où c'est développé, de les confier à d'autres. Nous, on n'a pas d'exclusif sur les sujets. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que sur des sujets environnementaux, on n'est jamais assez à s'en occuper. Donc voilà, le jour où se font... alors, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on aura essayé. Mais le jour où ça fonctionne, on n'en est pas propriétaire. Oui, tout à fait. On teste des choses. Mais c'est ça qui est intéressant avec l'ADEME, c'est que vous avez quand même des équipes d'ingénieurs, de techniciens, de gens qui connaissent le métier. Et donc, c'est vraiment pas juste un support financier. C'est déjà l'idée de sortir ces fonds, ce fonds local, par exemple. Comment elle est née, en fait? Elle est née alors au niveau national et ça s'est décliné partout, ou c'est vous, ici sur place, qui avez eu l'idée de... Ouais, c'est plutôt nous. Ouais. Dans la démarche de... on fait des plans d'action et d'un seul coup, on tombe sur une espèce d'impasse financière. Ouais. Et on s'est dit, il y a peut-être un truc à creuser. Ouais. Et puis l'autre opportunité, c'est l'Europe. Parce que ce projet de fonds, en fait, il fait partie d'un projet européen financé par la Commission européenne. D'accord. De l'Horizon Europe, pour ceux qui connaissent les fonds européens. Et c'est un projet sur 4 ans avec beaucoup de monde. Il y a 22 partenaires, 11 pays européens. Okay. Et l'idée de l'Europe, en fait, il y a 3 ans, c'était de dire il y a une stratégie européenne d'adaptation. On veut trouver des démonstrateurs, des endroits un peu exemplaires où on teste des choses. Mais on teste des choses technologiques, des choses organisationnelles, des choses financières. Et on teste un panel de solutions sur toute l'Europe. Et nous, on a été contactés en disant, est-ce que vous voulez faire partie de ce consortium? On a dit, ouais, nous, on a une idée, c'est ce fonds-là. Okay. Et donc, on a pu effectivement embaucher quelqu'un pour travailler sur ce fonds. Marie-Edith Vincennes, qui est excellente, notre chef de projet, et pour tester ça. Mais voilà, la Guadeloupe fait partie de ce consortium. Il y a 7 endroits en Europe qui testent des choses. D'accord. Nous, on a la partie région ultra-périphérique, au niveau outre-mer, on va dire au niveau de l'Europe. Mais il y a des Italiens en Sardaigne, il y a des Grecs, il y a des Espagnols. Il y a même des Anglais qui sont post-Brexit, mais qui sont arrivés, je pense, juste avant le Brexit. D'accord. Le projet a dû être déposé avant, ou en tout cas, il y avait encore la possibilité de lancer. Et puis des gens du nord de l'Europe, des Finlandais et des Norvégiens. Okay. Et donc, on voit qu'en fait, la stratégie du projet, c'était aussi de tester des choses sur des régions climatiques européennes complètement différentes, pour avoir non seulement un panel de solutions différents, mais aussi un panel de solutions sur des aires climatiques complètement différentes aussi. Voilà. Donc ça nous a donné un super gros coup de pouce, parce que cette idée de dire on va essayer de travailler sur le côté financier, sans ce projet-là et cette opportunité, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de mal. Compliqué. Après, cette idée de fonds adaptation, elle existe à l'intérieur de l'ADEME aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une direction adaptation, et cette direction adaptation, elle a même monté une sorte de fonds interne. Et les différentes directions régionales peuvent lever le doigt en disant « Ah ben nous, on a des bons projets. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut pas le financer ?» Et on bénéficie de ce fonds interne ADEME même pour financer nos projets sur le terrain. On a même eu une écoute et une oreille très très bienveillante de nos collègues du siège sur le sujet. Donc on a pu mettre une somme assez significative, puisque sur les projets qu'on finance, là on met 450 000 euros sur l'appel à projet, ce qui est quand même une somme intéressante. Super. Et donc cet appel à projet, c'est celui du fonds local d'adaptation. Oui. Il est ouvert à qui?
Alors, il était ouvert. Ouais. On l'a ouvert Ok. en fin d'année. C'était en milieu d'année dernière. C'était pour le secteur touristique et le secteur Oui, c'est ce que tu me disais. agricole, Ouais. entreprises et collectivités d'ailleurs. Voilà, C'était sur les deux. Ouais, on testait sur les deux. Vous avez eu beaucoup de projets? On a une quinzaine de projets, on en finance 7 de mémoire. Ouais. Beaucoup de projets sur l'agriculture, beaucoup moins sur le tourisme. Ah ouais. Bon, c'est comme ça. Ouais. Et donc, là, on est parti. Je crois qu'on a quasiment financé tout le monde là cette fois-ci. Et voilà, on a signé les contrats et maintenant, Génial. on va regarder ce qui va se passer. C'est des contrats. Alors, j'imagine, c'est études mises en œuvre ou c'est de la mise en œuvre directe de solutions? Oui, c'est souvent un petit peu les deux. Les deux. Mais oui, il y a un moment, c'est pas que de l'étude, hein, il y a de la mise en œuvre derrière. D'accord. Ouais. Tu peux nous donner quelques exemples significatifs ou parlants, ceux qui t'ont marqué? Oui, il y a un agriculteur à Lamentin qui s'appelle Christophe Latchman qui va tester des choses à la fois sur une filière porc créole. D'accord. Il y a eu des travaux déjà avec l'INRAE sur ces sujets-là, mais de dire on veut un porc résistant à la chaleur, qui puisse être productif, alors peut-être moins que le porc standard de base. Ouais. Mais le porc standard, il souffre de la chaleur. Alors, je suis à la limite de mes compétences. Ouais, ok. Mais ce qu'il nous décrivait, c'était de dire les races importées, entre guillemets, elles risquent à un moment d'avoir peiner. trop chaud, de peiner, ouais, d'accord. Et donc, on essaye de faire une nouvelle filière qui soit du porc peut-être un peu plus rustique, plus résistant, mais mieux adapté. Voilà, d'accord. C'était même son expression, dire on a des chiens créoles qui sont durs au mal. Ben voilà, le porc créole, on espère que justement il va pouvoir mieux résister et être, je veux dire, tout aussi productif, en tout cas mieux résister aux conditions qu'on lui fait subir. Voilà. Ok. Et puis après, il a un autre projet qui est plus en termes de régulation de l'eau sur son exploitation, de rétention, de capter l'eau quand elle est là, pour pouvoir, sur les moments de sécheresse, être mieux utilisé, mais aussi être davantage en lien avec, on va dire, la forêt, et de faire en sorte que les parcelles soient mieux protégées et moins exposées, on va dire, à la sécheresse et aux événements, et les bâtiments agricoles soient moins exposés au soleil, plus végétalisés, enfin ce genre de choses. Donc de réguler l'eau à l'intérieur de l'exploitation, d'en faire un usage plus rationnel. Donc c'est ce genre de choses. Très intéressant. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois un bon sens paysan, on va dire, qui s'est perdu dans l'industrialisation de la filière agricole. Ouais, c'est clair. Souvent, j'allais dire, l'environnement, c'est souvent du bon sens. Hein. Mais après, effectivement, avec plus de productivité, plus d'industrialisation, parfois on s'éloigne de solutions un petit peu plus rustiques. Ouais, avec un retour de manivelle parfois. Là. C'est vrai que tout ce qui est haies, bordures, protection, tu vois, des bordures de rivière, ce qu'on avait avant avec les bocages, c'était utile. C'est sûr, mais après la mécanisation aussi fait qu'on a voulu être plus productif et plus mécanisé, ce qui est aussi un avantage pour l'agriculteur. Il y a moins de pénibilité, mais cet équilibre-là, peut-être que la balance est partie un petit peu trop de ce côté-là. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, là on parle d'agriculture, j'avais lu justement dans le rapport de vulnérabilité qui avait été fait en 2015 que la filière canne faisait partie aussi des enjeux, justement, enfin l'agriculture, mais l'agriculture, donc la filière canne est une des grosses filières. Est-ce qu'il y a des réflexions au niveau vraiment régional, on va dire politique, sur l'adaptation, parce qu'on peut le faire par secteur, on peut le faire de manière très concrète sur une entreprise ou pour un agriculteur, on peut le faire aussi de manière régionale, se dire ok, comment est-ce qu'on peut préserver une filière? Est-ce qu'on la préserve? Si on ne peut pas la préserver d'ici 30 ans, comment est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'il y a des réflexions déjà à ce niveau-là? Alors, je suis trop éloigné de la filière canne pour m'exprimer là-dessus. J'imagine qu'il y a des réflexions parce que de temps en temps, je croise quand même les responsables de la filière et ils sont soucieux de leur bilan carbone, de ce genre de choses. Donc, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas des réflexions sur le sujet, mais je les connais pas très honnêtement.
Mais effectivement, tu le disais, hein, dans le diagnostic de vulnérabilité, les filières canne et banane on avait examiné quand même un petit peu ce qui pouvait se passer parce que effectivement, c'est les deux principales filières. Ouais. Et que d'une manière ou d'une autre, elles vont, comme toutes les filières, être impactées, c'est clair. Il y en a une qui était un tout petit peu plus vulnérable que l'autre, et j'arrive jamais à savoir laquelle. Mais de toute façon, les données qu'on avait eues à cette époque-là, elles venaient des spécialistes INRAE, des filières qui avaient déjà regardé ces questions et si on élève la température, et s'il y a trop d'eau, s'il n'y en a pas assez, est-ce que ça résiste ou pas, en gros. Et donc, on a eu des réponses là-dessus. Donc, la préoccupation, elle est là. Après, voilà, j'ai pas les détails, donc je ne veux pas me risquer à faire du contresens. Non, il n'y a pas de souci. C'était plus par rapport en fait aux réflexions de stratégie territoriale globale sur la Guadeloupe. C'est-à-dire que là, on parle de l'agriculture, mais est-ce qu'il y a une réflexion de prospective, si tu veux, qui intègre le risque climatique? Alors, en fait, l'outil qui va prendre en compte ça, c'est le schéma d'aménagement régional, le SAR. C'est une spécificité d'outre-mer. D'ailleurs, c'est des schémas qui n'existent pas dans l'Hexagone, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Dans l'Hexagone, on appelle ça des SRADET, mais je ne vais pas entrer dans le détail parce que là, on est vraiment dans la technocratie. Mais la région Guadeloupe, juridiquement, porte un schéma régional. Un schéma d'aménagement régional, merci. Et ce schéma, il est ancien. Je crois que le dernier, il date de 2015, 2020, je crois. Ouais, même avant, 2011, me semble-t-il. Et je crois qu'il y avait une révision peut-être en 2015. Peut-être. Et donc là, la réflexion, c'est justement de le réviser. Parce que c'est un schéma très englobant et même prescriptif. C'est-à-dire que les plans locaux d'urbanisme doivent être conformes, doivent respecter le schéma d'aménagement régional. Et les discussions que j'ai pu avoir avec les techniciens de la région, c'est de dire il faut qu'on mette cette question du changement climatique dans le schéma d'aménagement régional, et voire, je m'avance un peu, mais voire le mettre presque en première ligne. En première ligne, parce qu'effectivement, c'est quand même des changements majeurs qui vont nous impacter. Donc, on ne peut pas aménager le territoire régional sans se dire qu'il faut l'aménager en ayant en tête qu'il y a ces changements majeurs qui arrivent. C'est clair. Exactement. Donc, c'est déjà dans le radar de la région, c'est sûr. Voilà, il va falloir tous se mettre autour de la table pour construire ça. C'est en plus un document presque, j'allais dire, politique, parce que il englobe tellement de choses que ça doit dessiner la Guadeloupe de demain. Voilà. Ouais, complètement. Ok, c'est intéressant. Alors, avant d'enchaîner sur notre deuxième partie, là, qui va parler justement plus des causes de l'énergie, si on fait on l'a fait rapidement, mais un petit horizon de la Caraïbe, est-ce qu'il y a des échanges, des discussions, des études ou des programmes intercaribéens qui parlent de cette vulnérabilité et puis de ces plans d'action sur les changements climatiques? Oui, alors nous il y a le programme Interreg Caraïbes qui est dont le secrétariat est assuré par la région Guadeloupe, qui permet des échanges caribéens. Alors c'est pas le seul vecteur, mais effectivement nous on a porté un projet l'année dernière qu'on a appelé Carnet Adapt. C'était une idée de construction d'un réseau caribéen sur les questions de changement climatique et d'adaptation, en fait. Parce qu'on s'est dit, on n'est pas les seuls. On a des voisins qui vont être impactés de la même manière. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre tous ces gens-là en réseau? Ce n'est pas une exclusive, parce que justement, l'idée du réseau, c'est d'échanger sur différentes choses. On parlait d'agriculture. Je vais oublier le nom aussi d'un autre programme Interreg qui s'appelle Cambionet. Voilà, ça y est. Oui. Qui était porté par l'INRAE. Et là, qui était vraiment sur des questions... Pardon, excusez-moi. Sur des questions d'agriculture. Alors là, pour le coup, de sélection de variétés plus adaptées, choses comme ça, très techniques. Nous, on s'est dit, il y a des gens qui font ce travail très scientifique et technique. Nous, on est plus dans l'échange. Et l'idée aussi que
ces travaux scientifiques ou techniques doivent aussi pouvoir être infusés à un niveau politique aussi, des entreprises, des collectivités, voire des gouvernements. Et qu'il faut pouvoir être sur du multi-acteur sur ces questions-là. Parce que là encore, je ne vais pas dire que tout est en tout et réciproquement, mais presque, c'est tellement vaste et tellement interconnecté qu'il faut vraiment mettre tout le monde sur le même niveau. Donc on avait commencé là aussi sur les questions de tourisme et d'agriculture, enfin d'agriculture en particulier, pour mettre les gens en réseau et discuter, commencer à regarder aussi les vulnérabilités à Sainte-Lucie, en Dominique, en Martinique avec nos collègues, pour discuter de ces questions-là. C'était vraiment très intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a forcément des similarités, même si au niveau des organisations administratives, des décisions politiques, on est sur des systèmes très très différents. Il n'empêche que la physique, la biologie, ça reste la même chose. D'accord. C'est vrai qu'on a tous à peu près les mêmes écosystèmes. On n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un gros impact aussi sur le milieu marin, les coraux, la pêche. Oui, exactement. Alors là, on est moins impliqué. Mais oui, voilà, le blanchiment des coraux, les températures de la mer qui sont assez phénoménales quand même. C'est quand même très très inquiétant. Et derrière, effectivement, ça a des impacts sur les filières, pêche, sur ce genre de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans la discussion parce que là, c'est juste pour pas devenir incompétent, mais effectivement, oui. Quand on regardait moi, je regardais les températures de l'océan. C'est incroyable. En fin de saison cyclonique l'année dernière, là, c'était quand même super inquiétant parce que on sait aussi que la température de l'eau, c'est l'énergie des phénomènes cycloniques. Voilà. Et du coup, en fait, ça m'amène un peu la transition sur la phase suivante, c'est-à-dire que il y a des sujets sur lesquels on se sent un peu impuissant. Par exemple, typiquement l'eau qui monte, la température de l'eau qui monte. Alors, on peut quand même, là, typiquement, mettre des actions, notamment sur les rejets qu'on va mettre en mer pour limiter les autres impacts qu'on a. En fait, on part maintenant du principe, je pense qu'aussi ça a été une des déclarations gouvernementales de l'année dernière. À un moment donné, on a dit, faut arrêter de penser qu'on va inverser la tendance. Inverser la tendance, qu'on va aller dans l'autre sens. Il faut de toute façon se préparer. Parce que même si on met tous nos efforts pour décarboner un max, on a de toute façon une inertie, on a de toute façon des choses qui vont nous arriver dessus. Donc, c'est sûr que l'adaptation, elle est nécessaire. Elle va être nécessaire. Maintenant, tu voulais dire ? Ouais, simplement que c'est vrai qu'à une époque, quand on a commencé à parler changement climatique, et moi je me souviens, j'entrais à l'ADEME, j'étais jeune, c'était au début des années 2000, le mot adaptation, limite, c'était assez tabou. Parce qu'on se disait, c'est en fait une sorte de défaite. Si on commence à parler adaptation, changement climatique, on commence à se dire on n'a pas réussi à atténuer ce changement climatique, à baisser nos émissions et il ne faut pas en parler parce que c'est un aveu d'échec. Moi, je me souviens de ça, même si on l'a un peu oublié. C'est pas un aveu d'échec, c'est les deux, mon général. Il faut continuer à baisser les émissions carbone parce que chaque degré compte. Je pense que c'est clair. Et chaque geste compte à tous les niveaux. Mais il faut s'y préparer quand même parce qu'on sait qu'il y a la machine climatique, elle s'est mise en route et que derrière, même si on arrêtait tout aujourd'hui, les impacts continueraient quand même à arriver. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Ouais, complètement. Alors, on a vu pendant le Covid une baisse significative des émissions. On était tous confinés, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de bateaux. Évidemment, on n'a pas pu voir d'impact direct parce qu'on parle de l'échelle planétaire. Mais on a vu qu'on pouvait réduire, en tout cas. Quelles sont les
les leviers qu'on utilise, si on refait un zoom du coup sur la Guadeloupe, parce que sinon le sujet est super vaste, en termes d'émissions carbone, alors on a ici donc dans l'OREC, qui est l'Observatoire régional d'énergie et du climat, porté par Synergie, avec l'ADEME et la région, beaucoup de monde impliqué, qui sort des chiffres clés sur les émissions de carbone. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait rapidos des secteurs qui émettent le plus? Ouais, alors bon, ce que je peux dire, c'est que le but, c'est pas de tout arrêter, hein. Quand on parle de réduction des émissions carbone, le but, c'est de rester dans une activité économique à un certain confort, mais effectivement faire en sorte qu'on puisse réduire nos émissions, et c'est possible. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la Guadeloupe, c'est un pouillème des émissions planétaires, hein. Faut être clair, mais ça n'empêche pas, au contraire, de se sentir concerné. D'abord, peut-être parce que un Guadeloupéen, par rapport à un hexagonal, émet davantage de carbone par habitant et par an. Les chiffres OAC, hein, c'est 14 tonnes de carbone par habitant et par an pour un Guadeloupéen, c'est 8 tonnes, 9 Ouais, 8-9, ouais. 9 pour un hexagonal. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est plus mauvais que les autres dans nos comportements quotidiens. C'est structurel, on va dire, et on peut l'expliquer alors très, très rapidement, et c'est pas l'ensemble des explications, mais notre énergie est très carbonée. On n'a pas de nucléaire, ça se saurait. Ici en Guadeloupe, on a de l'électricité qui est encore majoritairement au fioul. Ouais. Et deux, on roule beaucoup. On a des transports qui sont très majoritairement la voiture individuelle et occupée. Oui, voilà. c'est vrai. Mais moi le premier, hein, pour être clair, hein, mes déplacements domicile-travail, c'est quand même beaucoup. Je prends ma voiture, voilà. Ouais. Alors, de temps en temps, on convoiture avec les collègues, pas assez souvent, mais voilà, il y a ça, et c'est aussi structurel parce que on va en parler peut-être un peu plus longuement, mais les alternatives sont plus limitées. Voilà. Ouais. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, il faut qu'on baisse nos émissions, et c'est possible. C'est certes un pouillème dans l'océan d'émissions, mais là aussi, parfois on dit « Ah, mais c'est les Chinois qui émettent, c'est les Américains. » On se donne bonne conscience. Oui. Je pense que ce raisonnement-là, il ne tient pas bien, parce que si on dit « Ah oui, mais la France, c'est 1% des émissions, Shanghai, c'est 1%, New York, c'est 1%. » Et en fait, tout le monde, c'est 1%. Enfin, voilà. Et avec ce raisonnement-là, personne ne fait rien. Donc, je pense que voilà, il faut c'est vraiment un objectif au niveau français, au niveau européen. Il y a des accords, les accords de Paris, on a signé des choses, il faut réduire. Et puis après, et donc ça veut dire baisser globalement nos consommations énergétiques, parce qu'il y a quand même un lien extrêmement fort entre nos émissions carbone et les consommations énergétiques. C'est quasiment, on peut presque faire une équivalence, en tout cas en Guadeloupe. C'est essentiellement des émissions énergétiques. Donc c'est notre électricité et c'est nos transports, pour être clair. Modo, ouais. Et en termes énergétiques, c'est 2 tiers les transports et 1 tiers l'électricité qu'on produit. Voilà, c'est ça le constat. Et puis après, il y a des co-bénéfices. Alors c'est ce qu'on va appeler la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'une énergie carbonée, donc le fuel. Alors le charbon, il y en aura bientôt plus en Guadeloupe, on va bientôt plus brûler de charbon. Actuellement, à Albioma, on brûle encore pour produire de l'électricité, pas que. Il y a de la bagasse aussi, et puis de la biomasse chez Albioma. Et je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée. Tu parlais de la transition énergétique. Voilà, c'est la ça. Décarbonation, Ouais, donc la transition énergétique, c'est de passer d'une énergie effectivement carbonée, je disais fuel, encore un peu de charbon, à une énergie décarbonée, renouvelable, de préférence locale, et moins centralisée.
Oui. Ça emporte plein de choses, en fait, ce constat-là. Il y a eu une image qui m'est restée d'une présentation un jour de quelqu'un qui disait, voilà, un réseau électrique actuel, c'est un empilement de coupes de champagne et on a un serveur qui verse le champagne en haut de l'empilement de coupes et puis ça se distribue. Ça se distribue très harmonieusement dans toutes les coupes et chacun boit son champagne. Et la transition énergétique, si on arrive sur des énergies renouvelables, plus locales, moins denses énergétiquement et peut-être aussi parfois plus variables, parce que le photovoltaïque, il produit pas la nuit par définition, par exemple. Le vent peut être variable. Et ben c'est plutôt un podium de Formule 1 et puis il y a le champion qui débouche la bouteille et le champagne part de partout. C'est-à-dire que c'est montrer une image qui est c'est moins organisé, c'est moins facile à organiser. Et ça veut dire aussi que ça concerne beaucoup plus de personnes. Oui. Parce que d'un seul coup, chacun peut peut-être produire de l'énergie. Chacun aussi doit économiser l'énergie. Chacun doit voir l'énergie comme quelque chose de moins, j'appuie sur le bouton, c'est disponible, mais plus comme je peux être acteur de l'énergie. Ça veut dire aussi que les territoires, les collectivités sont davantage concernés. C'est plus juste une centrale qu'on pose quelque part. C'est de l'efficacité énergétique de mettre dans chaque bâtiment, des bâtiments plus performants. L'architecte du bâtiment doit être impliqué, le constructeur, celui qui met en œuvre, l'occupant du bâtiment. Ça veut dire mettre des éoliennes quelque part, utiliser la biomasse pour produire l'énergie. Bref, mettre plein d'acteurs autour de la table. Et d'un seul coup, l'énergie, ça ne devient plus un sujet de spécialiste, ça devient le sujet de tout le monde, en fait. Voire aussi, je branche mon véhicule électrique, ce serait bien que je ne le branche pas à 18h. Parce qu'à 18h, d'un seul coup, tout le monde tire sur le réseau, il n'y a plus de photovoltaïque, il y a probablement moins de vent parce que l'alizé est moins fort, parce que tout le monde rentre à la maison et met en route l'appareil. Et si je branche mon véhicule à cette heure-là, d'un seul coup, je vais tirer sur le réseau qui est déjà très fortement sollicité. Donc d'un seul coup, ça emporte aussi des questions d'usage et de comportements différents. Et donc d'un seul coup, ça concerne tout le monde. Et donc ça veut dire qu'il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, ça ne va pas se faire. Voilà. Et c'est intéressant. Alors en plus, là, on est dans un contexte particulier parce qu'on a eu quelques coupures EDF. On voit que l'absence, en tout cas d'électricité chez soi ou au bureau, d'un seul coup, ça devient plus compliqué. Exactement. Et là, on prend conscience que c'est pas quelque chose qui forcément va de soi. Il y a beaucoup d'îles dans la Caraïbe où on se déplace et régulièrement le réseau a des baisses de tension, des coupures, ce qu'on n'a pas en Guadeloupe. On a un réseau quand même qui est très solide et on a tendance à l'oublier. On le prend pour acquis. Alors que c'est une vraie chance, mais on voit aussi que quand finalement il y a un problème sur une centrale ou des mouvements ou quelque chose, on en ressent les conséquences. Et là, on réalise que l'énergie, effectivement, c'est pas dû. On réalise aussi qu'il y a des solutions, parce que là, on voit, j'étais hier à Monsieur Bricolage pour justement acheter une batterie, au cas où, et j'ai vu plein de gens acheter des ventilateurs à panneaux solaires, des gens qui s'intéressaient à des petits systèmes photovoltaïques de secours, et d'un seul coup, on se dit, mais oui, aussi, on peut produire notre énergie. Puis là, des gens qui me posent la question, ah, mais si je veux être en autoconsommation, parce que comme ça, je ne serai pas dépendant, etc., etc. Donc, c'est vrai que cette question d'énergie et aussi la technologie fait que ça se démocratise. Il y a 20 ans, avoir un système photovoltaïque chez soi, c'était cher, la performance était faible. Là, on voit que les performances sur le photovoltaïque en particulier explosent. En tout cas, les courbes de production d'énergie par mètre carré de panneaux photovoltaïques sont vraiment en augmentation année après année. Donc, il y a plein de solutions qui se mettent en place. Maintenant, on est aussi dans des systèmes qui sont pensés, qui font l'objet de stratégies et d'investissements massifs. Parce qu'une centrale énergétique, ça se paye pas ça se finance pas en 5 ans.
on a lu beaucoup, on en entend un peu moins parler maintenant, de la volonté d'être autonome en énergie. C'est à un moment donné affiché pour 2030. Est-ce que c'est toujours un affichage officiel et où est-ce qu'on en est? Ça vient d'une loi, en fait. Ça vient de la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte qui date de 2015. C'est vrai. C'est une loi qui dit que dans les zones non interconnectées, donc les ZNI dans le jargon, c'est-à-dire en fait les DROM, la Corse et puis quelques îles du Ponant aussi, voilà. En tout cas, pour la loi, là, c'est les DROM et la Corse deviennent autonomes énergétiquement en 2030. Voilà. Alors, c'est un challenge et à la fois, c'est une loi qui a vraiment, on va dire, accéléré les choses. Ouais. En particulier, alors tout le monde s'est mis autour de la table en disant, bon, comment on fait? Donc ça, c'est vraiment un grand bénéfice de cette loi-là. Le deuxième grand bénéfice, c'est qu'elle dit que sur chacun de ces territoires, il doit y avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc un plan à 5 et 10 ans pour justement aller vers cette autonomie énergétique. Et puis, ce plan, il est coélaboré par l'État et par la région ou la collectivité territoriale quand c'est la Guyane ou la Martinique. Ouais. Et donc, il y a une sorte d'accord conjoint. Il faut se mettre d'accord localement et avec l'État pour arriver à cette autonomie énergétique. Alors, peut-être la petite critique, c'est que les territoires n'étaient pas tous au même point. Ouais. Et donc, on a fait plutôt du prêt-à-porter que de la haute couture, parce que la loi, elle dit, bon, vous y allez tous, et puis à 2030, il faut que ce soit fait. Mais les territoires partaient pas forcément avec les mêmes potentiels, les mêmes niveaux d'autonomie. Donc, voilà, on peut peut-être un peu critiquer en disant, bah, ça a donné un coup de boost, mais c'était vraiment, on veut voir qu'une seule tête. Ouais. Bon, il n'empêche que voilà, ça a donné vraiment de l'accélération, mais pour être clair aussi, l'autonomie énergétique telle qu'elle est écrite dans la loi, c'est de dire on n'a plus de carburant importé, on est vraiment autonome, si on le prend au pied de la lettre. Ça veut dire de l'électricité 100% locale et donc renouvelable, et puis aussi plus de carburant routier. Là, d'un seul coup, la marche est très très haute, et pour être clair, en 2030, on n'y sera pas. Tout simplement, pour être clair, il faudrait que le parc de véhicules ne fonctionne plus au carburant fossile, ni la voiture et les voitures individuelles, ni les camions, ni les camions, ni rien. Voilà, bon, là, on sait que même un renouvellement de parc de véhicules, c'est 15 ans. Il reste moins de 15 ans et on roule encore extrêmement majoritairement à l'essence ou au diesel, pour être clair. Voilà. Mais par contre, ça a vraiment donné un coup de boost, en particulier sur l'aspect réseau électrique aussi. Et c'est un travail qui est un peu au long cours, parce qu'il y a eu une première PPE en Guadeloupe, qui est Programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été mise en place en 2017. Et puis là, il y a une révision qui est en train d'intervenir. Elle n'a pas encore été adoptée, cette programmation pluriannuelle, en tout cas par la région, mais pour l'instant, l'État n'a pas encore sorti le décret. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des réflexions intenses aussi, et que, j'allais presque dire, une fois qu'on a sorti une PPE avec des objectifs, il faut déjà penser à la suivante, aux 5 ans suivants, pour se dire, ça y est, on a tracé la voie pour les 5-10 ans, et il faut déjà commencer à entrevoir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite. Mais sachant qu'on a en plus des paramètres, on va dire, économiques de poids, parce que les centrales qui sont existantes là, d'EDF, Jarry, Albioma, n'ont pas été finis d'être rentabilisés, j'imagine. C'est des investissements massifs. Tout à fait. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait les faire tourner 100% avec des produits, des carburants locaux. Si on voulait... Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, à court terme ou moyen terme, je pense qu'on n'y est pas du tout. C'est clair. Donc, à un moment, il faut plutôt entrevoir, alors pas tout de suite, mais entrevoir la fin de ces
Qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après ? À un moment, on va se poser la Là, question. on se projette à quel... Donc là, la PPE qui a été écrite, elle est à 2000, pas que je dise de bêtises, 2028 et 2033. C'est ça, les 2 horizons. En 2033, on pourra envisager de faire un switch entre... Alors pour l'instant, dans 2033, alors dans la PPE telle qu'elle a été soumise et écrite, les deux centrales Albioma et centrale EDF PEI, il est prévu qu'elles fonctionnent à des biocarburants. Enfin, il y a une décarbonation déjà prévue. Ouais, celle de PEI, il est prévu qu'elle fonctionne au biocarburant, donc c'est de l'huile de colza, mais qui est importée pour le coup. Ouais. Hein. Et puis, côté Albioma, on reste à une partie de bagasse, c'est-à-dire le résidu de la canne en saison canière, et puis de l'import de bois, pellets de bois. Voilà. Projet de CSR. Alors après, effectivement, il y a aussi chez Albioma le projet d'avoir du combustible solide de récupération, donc c'est-à-dire du déchet préparé qui permettrait aussi d'alimenter une chaudière chez Albioma aussi. Voilà. Il n'empêche que dans cette PPE aussi, il est prévu que ces centrales soient moins appelées aussi. C'est-à-dire progressivement, on continue à faire entrer d'autres moyens de production pour le coup plus locaux. Ouais. Faut qu'on parle géothermie. Exact. Qui est une vraie richesse, un vrai potentiel et une vraie richesse en Guadeloupe. Et puis après, on va parler aussi photovoltaïque, éolien, petite hydroélectricité aussi. Ouais. Donc on a la chance quand même en Guadeloupe d'avoir un panel et un potentiel énergétique vraiment super intéressant. Je pense que quand on se compare à nos collègues des autres DROM, on est plutôt bien lotis. Et ça, il faut le dire. Voilà. Complètement. Et puis, juste au passage, je pense qu'il faudra qu'on y revienne aussi, il faut qu'on parle maîtrise de la demande énergétique. Oui. Parce que ça, c'est super important. C'est-à-dire que là, quand on embraye sur des questions de transition énergétique, on commence tout de suite à parler énergie renouvelable, tout ça. Et parfois, on oublie un peu au passage que la demande en énergie, elle peut se maîtriser. On peut avoir des niveaux de confort tout aussi importants sans forcément dépenser toute cette énergie. Ouais. Donc là aussi, c'est un sujet sur lequel on a fait énormément de progrès en Guadeloupe, et il faut le dire. Voilà. Ouais. Mais on en parlera peut-être un petit peu après. Mais complètement, c'est vrai qu'avant de penser à comment mieux produire, déjà comment moins consommer, c'est dans l'ordre. À l'ADEME, on s'appelait Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'air. Exactement, et c'est ça. Quand même un peu notre ADN aussi. Ouais. Alors on n'est pas que sur ces sujets, mais je ne sais pas si tu veux embrayer sur cette question de maîtrise de l'énergie. Oui, complètement. C'est, on va enchaîner. Simplement, j'allais juste rappeler que la géothermie, c'est vrai que tu le disais, c'est une particularité. Même on est les seuls, je pense, dans la Caraïbe à le faire. Régénération Caraïbe, le podcast. Écoute. Régénération Caraïbe, le podcast.